Elles se groupent, ce qu'on appelle groupement féminin, et elles travaillent ensemble sur un même projet, et elles travaillent pour gagner de l'argent, et avec cet argent, elles améliorent leurs conditions de travail et leurs conditions de vie. Ces groupements féminins existent pratiquement maintenant partout, dans toutes les communes et petits villages d'Afrique. Donc leur but, c'est donc d'obtenir de l'argent. Et pour ceci, il y a quelque chose qui est très nouveau, qui est parti il y a environ maintenant on va dire une quinzaine d'années, c'est le microcrédit. C'est-à-dire qu'elles ont... Avant le microcrédit, il y avait les tontines. C'est-à-dire qu'elles versaient chacune de l'argent régulièrement sur une caisse commune. Et une fois par an, l'une d'elles avait le droit de prendre cet argent pour réaliser un de ses projets. Et ça marchait comme ça, bon, c'était personnel, bon, c'était entre elles. Et puis après, il y a eu le microcrédit, c'était un microcrédit qui est basé sur un emprunt d'argent, aussi un emprunt minime. C'est la même chose, mais seulement la banque est dedans, quoi, hein. Bon, les microcrédits existent de plus en plus, et grâce à cet argent, elles s'organisent. Elles peuvent s'acheter des machines pour moudre le mil, elles peuvent s'acheter des charrettes avec des ânes pour transporter les marchandises, elles peuvent s'acheter des grands récipients de vaisselle et de cuisine, des petits moteurs pour faire marcher les machines. Enfin bon, ça va de mieux en mieux, et d'année en année, je pense que toutes les associations qui participent à ces actions constatent que les progrès sont évidents. Tous les ans, ils voient les femmes progresser, aussi bien dans le développement de leur entreprise que dans le développement de ce qui concerne la vie des enfants, et tout ça, ça s'améliore, quoi. Voilà. Donc les groupements féminins sont très importants. On allait dire au Burkina Faso, il y a des femmes qui se sont groupées pour produire du beurre de karité. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, le beurre de karité. Alors le karité, on le trouve dans des arbres qui font partie de la végétation équatoriale. Ce sont des graines qui contiennent une sorte de graisse, et grâce à cette graisse-là, on va fabriquer toutes sortes de produits bio, comme on dit aujourd'hui. Alors, on fabrique du beurre, on fabrique des savons, on fabrique des cosmétiques, et ces femmes ont réussi à avoir un débouché sur le plan international. Parce que, bon, quand vous allez dans un magasin de soins de beauté, on vous parle de beurre de karité. Oui. Et elles se sont groupées aussi pour les cultures maraîchères. Alors, ce qu'on dit, hein, c'est que autrefois, c'était la corvée d'eau qui permettait aux femmes de se rencontrer. Donc les conversations se déroulaient autour de la corvée d'eau. Maintenant, tous les matins, elles se regroupent. Et celles qui ont été à l'initiative du microcrédit, elles se rendent d'un marché à l'autre. Et en se rendant d'un marché à l'autre, elles essayent aussi de trouver des acquéreurs éventuels et d'étendre leurs activités. Et les autres, pendant ce temps-là, sont au jardin en train de produire ou de transformer les produits. Alors, on ne va pas vous dire, hein, c'est un peu idyllique, que tout se passe dans les meilleures conditions, qu'il n'y a jamais d'agressivité entre elles, ce serait faux. Mais pour elles, c'est un pas de plus vers la conquête de leur autonomie, et ça permet d'apporter un salaire, un véritable salaire dans le couple. Parce qu'on sait que dans un couple, par exemple, quand tout dépend du mari, ben, si le travail du mari fait défaut, il n'y a plus rien. Et quand la femme a son revenu propre, ça équilibre. Et il y a des hommes qui ont compris ça, qui ont compris qu'il valait mieux que la femme soit aussi une source de revenus. Et en ce qui concerne notre civilisation, c'est un peu pareil. On essaie de faire en sorte que les filles aient une profession et qu'elles exercent leur profession de façon à, bon, si un jour le mari décède, si on divorce, ceci, cela, s'il y a un accident de la vie, elles puissent subvenir à leurs propres besoins. Parce que le drame aujourd'hui, c'est quand même beaucoup de familles parentales où la femme n'a jamais travaillé, ou bien s'est arrêtée de travailler
pour élever ses enfants, comme on dit, et puis n'a plus de revenus le jour où elle se retrouve seule. Alors là, les hommes commencent à comprendre que le salaire de la femme apporte un supplément et permettra éventuellement de compenser la perte de travail de l'homme. Mais bon, les esprits s'éveillent tout doucement, parce qu'il y a encore des hommes qui considèrent que la femme est un être inférieur. Hein, ça, c'est évident. Oui, et puis il y a aussi, on parlait de polygamie tout à l'heure, il y a beaucoup d'hommes, à partir du moment où ils changent de femme, ils prennent souvent une jeune femme, ils abandonnent complètement la femme d'avant avec ses enfants. Et elle se retrouve donc toute seule, sans revenus, sans moyens. Et c'est à ce moment-là qu'il faut qu'elle se prenne en main. Il y a beaucoup de cas, énormément de cas comme ça. Des femmes abandonnées par leur mari. Les femmes qui habitent en milieu urbain ou pas très loin d'une grande ville ont souvent accès à la contraception. Mais dans les campagnes, ce n'est pas le cas. Et il n'est pas rare de voir des familles très nombreuses. Et je me rappelle quand nous avons présenté l'exposition à des élèves à la bibliothèque, la médiathèque, dit-on, de Plozévet, hein, parce qu'on est souvent appelé à la médiathèque de Plozévet, bah, les enfants nous ont dit « Oh là là, quelle ribambelle d'enfants !» Et on leur a demandé « Mais chez toi, vous êtes combien ?» Alors c'était 2, 3, bon, 4 au maximum. Mais bon, leur problème, c'était de savoir pourquoi les Africains avaient autant d'enfants. Et la raison de départ, c'était le fait que comme les enfants mouraient en bas âge, les Africains pensaient qu'ils avaient besoin d'enfants pour assurer leurs vieux jours, parce que les enfants prennent en charge les parents. Mais la mortalité infantile a été réduite. Donc, il y a de plus en plus d'enfants, ce qui signifie de plus en plus de bouches à nourrir aussi. Ah, c'est pour ça qu'il faut développer l'accès à la contraception. Et en plus, bien sûr, il y a le sida. On nous parle souvent du sida en Afrique. Et la polygamie, par exemple, n'arrange pas les choses. Hein, parce qu'il y a des femmes qui sont séropositives, qui se retrouvent enceintes. Et là, bien sûr, il y a un risque pour l'enfant. Alors, il y a des animateurs qui font, je vais dire, une propagande, hein, le mot n'est pas péjoratif, une propagande pour faire en sorte qu'on utilise le condom, donc hein, un préservatif masculin. Et il y a des affiches un petit peu partout. Alors les femmes se rebellent aussi contre une pratique qui est une pratique ancestrale et qui nous bouleverse, c'est ce qu'on appelle l'excision. Alors les petites filles dans beaucoup de pays d'Afrique de l'Ouest, d'une façon traditionnelle, étaient excisées. On leur coupait le clitoris le plus tôt possible et on recousait, suivant les traditions, soit les grandes lèvres, soit simplement les petites lèvres. Et ça rendait les rapports sexuels très douloureux. Et par-dessus le marché, quand elles avaient un enfant, c'était horrible. Et il y a des médecins en Europe qui se sont spécialisés d'ailleurs dans le traitement de ces femmes qui avaient été excisées. Alors l'un des pays où on excisait le plus, c'était le Mali. Et au Mali, on est passé de 70% de petites filles excisées à 20% simplement maintenant. Donc il y a quand même un progrès considérable. Ceci dit, nous, nos associations travaillent essentiellement sur l'Afrique de l'Ouest. Et on sait qu'il y a aussi énormément d'excisions en Afrique de l'Est. Dans des pays comme le Soudan, la Somalie par exemple, l'Éthiopie, on pratique encore beaucoup l'excision. Mais beaucoup de femmes qui ont été elles-mêmes excisées veulent éviter ça à leurs enfants parce que c'est une pratique horrible. Alors, les hommes
bah, les hommes d'un certain âge là, qui détiennent l'autorité et qui parlent de dévergondage féminin, ceux-là, ils vont dire, bah, la pilule, ça rend stérile. Hein? Bon, nous savons que la pilule ne rend pas stérile, mais c'est vrai que pour eux, ça offense les traditions. Et ils disent aussi que lorsqu'une petite fille a été excisée, la honte rejaillit, n'a pas été excisée, pardon, la honte rejaillit sur toute la famille. Parce qu'il faut que la petite fille soit excisée. Alors c'est vrai que les femmes se battent de plus en plus, il y a eu des films documentaires là-dessus, pour lutter contre l'excision. Vous avez peut-être des questions? Non?